19h sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres de ce journal. Au 4e jour d'une trêve fragile au Soudan, les combats reprennent avec violence dans la région du Darfour. Il était l'un des suspects accusés dans le génocide rwandais durant l'année 1994. Fulgence Kayishema est arrêté en Afrique du Sud. L'Union européenne a condamné les attaques des colons contre des citoyens palestiniens à Ramallah dans les territoires occupés. En France, une centaine de militants écologistes se sont rassemblés à Paris pour dénoncer la tenue de l'Assemblée générale de Total Energies. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La situation au Soudan reste toujours tendue. Il ne semble pas prête à connaître une issue favorable. Quelques jours après l'entrée en vigueur d'une trêve fragile, relativement respectée, des violents combats ont repris de plus belle ce vendredi, plus particulièrement dans la région du Darfour. Le point sur la situation avec Souila Akilal. Ce vendredi, qui marque le 4e jour d'une trêve en vigueur jamais respectée, les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide font rage au Darfour, région de l'ouest du pays. Particulièrement touché, El Fasher, chef-lieu de la région du Nord Darfour, a été le théâtre de très violents affrontements où toutes sortes d'armes ont été utilisées. Des affrontements sporadiques ont également éclaté à Khartoum entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide au cours des dernières heures, ce qui a brisé le calme fragile dans la capitale. La situation semble s'enliser davantage et les deux camps qui se rejettent la responsabilité campent sur leur position. L'armée soudanaise a d'ailleurs appelé les retraités de l'armée à rejoindre rapidement les casernes pour y être armés afin de renforcer les rangs. Ces violences interviennent quelques heures après que l'ambassade des États-Unis à Khartoum a annoncé dans un communiqué conjoint que l'Arabie saoudite et les États-Unis notaient une amélioration du respect de l'accord de cessez-le-feu à court terme et des arrangements humanitaires au Soudan. L'Arabie saoudite et les États-Unis ont appelé les parties au conflit à respecter leurs obligations au titre de l'accord de cessez-le-feu, ainsi qu'à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et le rétablissement des services de base. L'accord de cessez-le-feu est intervenu après des pourparlers à Jeddah, négociés par l'Arabie saoudite et les États-Unis. Cet accord prévoit de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire, jusqu'ici impossible, car aucun corridor humanitaire n'a été sécurisé. Les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont exacerbé la crise humanitaire, contraignant plus d'1 million de personnes à fuir leur foyer. Le département d'État américain a déclaré que le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu au Soudan avait détecté dès mercredi passé des violations de l'accord du cessez-le-feu, notamment l'utilisation d'artillerie, d'avions de combat et de drones. Et au Mali, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale Bamako pour revendiquer le départ de la MINUSMA. C'était au Palais des Sports de la capitale malienne où plusieurs organisations ont appelé à ce rassemblement, notamment des institutions de la société civile qui soutiennent les autorités de transition. De son côté, la MINUSMA n'a pas commenté les motivations des manifestants. En revanche, le porte-parole de la mission onusienne au Mali a dénoncé les débordements et les appels à la violence. Actualité continentale, toujours cette fois-ci au Rwanda. Fulgence Kayishema, un des 4 derniers fugitifs recherchés dans le cadre du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, a été arrêté en Afrique du Sud. C'est ce qu'a annoncé le parquet onusien chargé du dossier. Les éléments avec Tininan Makassi. Le glaive de la justice n'a pas de fourreau, dit le proverbe. Et le sceau de la justice semble reprendre son droit sur un des derniers fugitifs impliqués dans le génocide au Rwanda. Fulgence Kayishema, soupçonné d'avoir joué un rôle capital lors du génocide Tutsi en 1994, a comparu ce vendredi 26 mai devant un tribunal du Cap, soit 2 jours après son arrestation dans une exploitation agricole sud-africaine. Un coup de filet qui vient mettre fin à près de 20 ans de cavale.
Lors des faits, l'accusé est inspecteur de police judiciaire. Il aurait directement participé à la planification et l'exécution de plus de 2000 Tutsis réfugiés dans une église de Nyang, au Kivumu, dans le nord-est du pays, selon l'acte d'accusation. Entre avril et juin 1914, le Rwanda traverse les 100 pires jours de son histoire contemporaine. Quelques 800 000 personnes, principalement des Tutsis, sont massacrées. Un massacre qui trouve racine dans la hiérarchisation coloniale de la société rwandaise. Plus de 20 ans après les faits, le rôle des puissances occidentales, à l'instar de la France, est un secret de polichinelle que les historiens s'attellent à mettre en lumière. Cette année marque le 29e anniversaire de la tragédie. Et comme chaque année, le peuple rwandais l'a commémoré. Bien que les cicatrices sont encore ouvertes, le Rwanda semble résolument tourné vers son avenir, dans l'espoir que la mémoire apaisée soit le remède d'une nation qui se reconstruit. En déplacement officiel de 4 jours à Pékin, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré son homologue Xi Jinping, ainsi que le premier ministre chinois Li Qiang. Les deux parties envisagent de redynamiser les échanges économiques. Kinshasa évoque un partenariat et une amitié indéfectible entre les deux pays. La Chine reste la principale destination des produits miniers congolais. D'autres thématiques doivent tout de même être abordées lors de ce déplacement. Des protocoles d'accord vont notamment être signés dans plusieurs domaines, dont la communication et le numérique. Dans les territoires occupés palestiniens, plusieurs manifestants ont été étouffés par des gaz lacrymogènes aujourd'hui vendredi, alors que l'armée d'occupation sioniste attaquait les manifestations hebdomadaires anti-colonisation dans le village de Beit Dajan à l'est du gouvernorat de Naplouse, au nord de la Cisjordanie. Depuis de nombreuses années, des Palestiniens et des militants internationaux organisent des manifestations hebdomadaires dans cette région et dans d'autres villages de la Cisjordanie contre les pratiques illégales de colonisation. Palestine toujours, un colon armé sioniste a tué aujourd'hui vendredi un Palestinien près de la ville de Dahiria, au sud-ouest de la ville Al-Khalil en Cisjordanie. Selon le ministère de la Santé palestinien, qui a confirmé que le jeune homme, qui n'a pas été identifié, a succombé à ses blessures graves suite au tir du colon. Et nous vous le disions en titre, l'Union européenne s'est dite consternée par les attaques des colons contre les civils palestiniens dans les villages de Bourka al-Mourayer à Ramallah, dans les territoires occupés. L'UE a condamné la violence des colons et a appelé l'occupant à prendre des mesures décisives pour garantir la responsabilité et protéger la population civile palestinienne conformément à ses obligations en vertu du droit international. Le groupe paramilitaire Wagner a entamé le transfert de ses positions à l'armée russe dans la ville de Bakhmout, une opération qui doit s'étaler sur tout le mois de juin. De son côté, Kiev a affirmé contrôler quelques bâtiments de la ville. Selon la défense ukrainienne, les combattants du groupe paramilitaire sont encore présents à l'intérieur de la ville dévastée, qui a connu pendant plusieurs mois des combats acharnés entre les deux camps. Et l'administration militaire et civile de Kiev a annoncé que les forces russes ont à nouveau bombardé la capitale dans la nuit de jeudi à vendredi, la 13e d'affilée depuis le début du mois de mai. Selon la même source, des missiles de croisière ont été lancés par des bombardiers stratégiques venus de la région de la mer Caspienne. Selon les informations préliminaires, la défense ukrainienne a fait état de 55 attaques aériennes russes, dont 36 par des drones explosifs et de 4 autres par des missiles. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé que la Russie avait commencé à transférer des armes nucléaires vers son pays, concrétisant le déploiement annoncé au mois de mars par le président Vladimir Poutine. Alexandre Loukachenko était à Moscou jeudi pour assister au Conseil économique eurasien. Le transfert des armes nucléaires a commencé. Peut-être je verrai quand je rentre. Le président russe Vladimir Poutine m'a informé qu'il a signé aujourd'hui un décret concernant nos actions pour déployer des armes nucléaires au Bélarus. Il s'agissait d'un document spécifique.
Dans le cadre d'un échange de prisonniers, les autorités iraniennes ont procédé à la libération du travailleur humanitaire belge Olivier Van de Castel, détenu en Iran depuis 445 jours jusqu'à sa libération aujourd'hui, après une entente entre Bruxelles et Téhéran et une médiation du sultanat d'Oman. Le sort d'Olivier Van de Castel occupe nos esprits depuis plus d'un an. Pour moi, le choix a toujours été clair. La vie d'Olivier a toujours primé. C'est une responsabilité que je prends sur moi, que j'assume. Nous n'abandonnons en Belgique personne, encore moins un innocent. Le président américain Joe Biden a assuré qu'il n'y aura pas de défaut de paiement alors que les discussions entre démocrates et républicains n'ont pas encore abouti et que l'heure presse pour trouver un accord sur la dette. Les deux camps n'ont pas encore trouvé de compromis budgétaire. Cette situation aurait des répercussions éventuellement négatives sur l'économie américaine et mondiale. Pour la première fois, des porteurs de bons du Trésor américain, le placement roi de la finance mondiale, ne pourrait plus récupérer leur mise. Un défaut de paiement mettrait tout en péril. Les dirigeants du Congrès l'ont compris. Ils ont tous convenu qu'il n'y aurait pas de défaut de paiement. Il est temps que le Congrès agisse maintenant. On reste aux États-Unis. Dans le cadre du procès du Capitole aux États-Unis, l'une des figures de l'extrême droite américaine, Stewart Rhodes, a été condamnée jeudi 25 mai à 18 ans de prison pour sédition. La sentence la plus élevée à ce jour liée à l'assaut du Capitole qui avait ébranlé les États-Unis. C'était le 6 janvier 2021 lorsque des partisans de Donald Trump avaient semé le chaos et la violence au Congrès au moment où les élus certifiaient la victoire de son rival Joe Biden à la présidentielle. L'enquête tentaculaire qui a suivi a permis d'arrêter plus de 1000 personnes impliquées dans les faits. En France, en dépit des tentatives de blocage par des militants écologistes, l'Assemblée générale de Total Energies s'est ouverte ce vendredi matin. Le géant français des hydrocarbures se prépare à vivre une Assemblée générale mouvementée en raison de l'opposition d'un collectif d'associations. Plus d'éléments dans ce récit avec Safouane Ben Sabri. Présent depuis l'aube, des centaines de militants écologistes se sont donné rendez-vous dans le 17e arrondissement de Paris pour bloquer l'accès au bâtiment où se tenait l'Assemblée générale de Total Energy. Assassins, criminels, c'est par ces mots qu'ont été accueillis les premiers actionnaires arrivés sur les lieux. L'Assemblée générale a pu avoir lieu dans une tension palpable. Les ONG écologistes présentes reprochent à Total un impact environnemental non contrôlé et une empreinte carbone grandissante. Le tout accompagné de profits financiers faramineux réalisés par le groupe. Total Energy a réalisé un bénéfice net de 36 milliards de dollars au cours de l'année 2022 selon le bilan publié par l'entreprise. La stratégie environnementale du géant de l'énergie ne semble pas convaincre les mouvements écologistes. Cette stratégie cache selon les militants des projets à fort impact environnemental tels que le projet du grand pipeline chauffé construit en Ouganda et en Tanzanie pour l'acheminement de pétrole. Le PDG du groupe Total Energy est lui au cœur de la polémique suite à une augmentation de son salaire de 10%. Il qualifie les militants de grincheux. Et pour répondre aux grincheux qui nous accusent de greenwashing, laissez-moi vous décrire concrètement ces investissements. L'exécutif français a réagi à la polémique. Elisabeth Borne a déclaré dans la journée que les militants étaient dans le rôle naturel de lanceurs d'alerte. Et en marge de ces protestations, certains manifestants opposés à la politique climatique de la compagnie Total Energy se sont exprimés aux médias. Je vous propose de les écouter. Aujourd'hui, on avait l'intention de bloquer l'Assemblée générale de Total, tout simplement parce que ça fait plus de 50 ans qu'ils bloquent la transition énergétique. C'est un déni de démocratie. En fait, depuis 50 ans, ils ont une connaissance des effets de la production de pétrole et de gaz sur le dérèglement climatique. Et ils ont choisi d'utiliser tout leur pouvoir, tout leur argent pour créer une culture du déni qu'on paye aujourd'hui dans des événements climatiques extrêmes d'un côté à l'autre de l'hémisphère. Bien sûr qu'il faut aller dans la transition écologique et qu'on aurait dû faire ça depuis longtemps.
Les Danois, ça fait combien d'années qu'ils ont fait ça? En 70, il y avait déjà des Danois qui étaient pour l'écologie, quoi, qui faisaient de l'écologie, quoi. Tous ces pays du Nord étaient beaucoup plus écologistes que les pays latins, quoi. Au Japon, la police nippone a arrêté vendredi un jeune agriculteur suspecté d'avoir tué 4 personnes, dont 2 policiers à Nakano, dans le département de Nagano, au centre du Japon. Un acte de haine extrême qui a choqué tout le pays. Masanori Aoki, âgé de 31 ans, est soupçonné d'avoir d'abord mortellement poignardé une femme avec un long couteau jeudi après-midi en pleine campagne. Il aurait ensuite tué avec un fusil de chasse 2 policiers arrivés sur les lieux avant de se retrancher dans une maison. À Rio de Janeiro, au Brésil, plusieurs manifestants se sont rassemblés dans le centre de la ville pour exprimer leur solidarité avec l'international brésilien Vinícius Júnior. L'attaquant du Real Madrid était victime de propos racistes de la part de certains supporters lors d'un match du championnat. Dans la foulée de l'affaire, 3 suspects ont été arrêtés par la police pour des comportements racistes à l'égard du joueur brésilien. Un passager d'un avion d'Asiana Airlines a ouvert une issue de secours en plein atterrissage. C'est ce qu'a annoncé la compagnie sud-coréenne ce vendredi 26 mai à cette dernière qui a précisé que l'appareil s'est posé sans encombre mais que des passagers ont été hospitalisés. L'incident s'est produit au moment où l'Airbus à bord duquel se trouvaient près de 200 passagers s'approchait de la piste de l'aéroport international de Daegu. L'appareil était à environ 200 mètres du sol quand un passager assis près de l'issue de secours a ouvert la porte manuellement en actionnant le levier. Au total, 9 passagers ont été hospitalisés pour des difficultés respiratoires. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.